les Wolves allèrent à Rodmel pour y passer la Pentecôté. Le 5 juin, ils traversèrent la Manche jusqu'à Dieppe, point de départ de leur périple en Normandie et en Bretagne. Ils allèrent visiter les Rochers, le château de Mme de Sévigné, situé non loin de Vitré, poussèrent jusqu'à Vannes et firent le tour de la presqu'île bretonne pour revenir par Dinan et Bayeux. Leur itinéraire est brièvement consigné par LW en rentrant de Rodmel à Londres. Les Wolves s'étaient arrêtés à Sissinghurst le 8 mai. La fille de Gwen Esthéaubin, Jessica, née en 1918, fut stupéfaite d'entendre cette histoire en 1983. Pour la lettre de la religieuse, voir MHP Sussex, TNP, livre. VW avait invité Gertley à dîner parce qu'elle tenait à avoir son avis sur la façon dont les jeunes peintres percevaient. Roger Free, VW, de Letter, numéro 3501. Voir également Instant de vie, eu le 15 mai 1939. Hier soir, Marc Gertley a dîné ici et dénoncé la vulgarité et l'infériorité de ce qu'il appelait la littérature, comparée à l'intégrité de la peinture. 5. Les invités du dîner des Wolves furent le frère cadet de Maynard Keynes, le chirurgien et bibliophile Geoffrey Langdon Keynes, 1887-1982, et sa femme Margaret, née Darwin. Elizabeth Williamson, son ami Lonnie Lontineff, et Benedict Nicholson à qui VW allait prêter son studio pendant son absence, se joignirent à eux après le dîner. Journal, LWP Sussex. Le carnet auquel VW, puis allusion n'existe plus. Ils regagnèrent Mouzodz le 19 juin, et Lewisstock Square le jeudi 22. Vendredi 23 loin une nouvelle fois de retour à Londres après 4 semaines d'absence, dont de passer à sillonner la Bretagne en voiture. J'ai pris des notes dans un carnet à petits carreaux que je gardais dans mon sac. Une bonne méthode, somme toute, pour peu que je l'applique ici à Londres. Je doute toutefois qu'elle vaille la peine d'être insérée ici. Quelques-unes peut-être, car telles les feuilles séchées entre 2 pages, elles nous remettent en mémoire toute la haie oubliée. Si vite effacée en est l'image d'ensemble. Le brouhaha londonien a tout fait de reprendre ses droits. Au Campo aujourd'hui, John. Je dois aussi aller chez Penningham. Le 37 Mecklenburg Square est à nous. En revanche, nous n'avons toujours pas trouvé un Loétien. Ben Nicholson a envahi mon studio de manuscrits posés à même le sol. Cela ne m'incite guère à m'attaquer à Roger Free. J'ai commencé ce matin le chapitre affreusement difficile des PIP, les post-impressionnistes. Comment parvenir à lui donner de justes proportions et tout ce qui s'ensuit. Il me reste 5 semaines avant août, et 200 pages à faire. Les problèmes avec Glangs concernant le livre de elle ne sont toujours pas résolus, et les gens sont légion. Il me faut pourtant accomplir ma tâche à la façon d'un terrassier, et laisser les mondanités filer, et les toilettes, et, etc. Mais c'est l'heure du déjeuner. Samedi 24 juin en vérité, Londres a fait irruption d'une façon pour le moins brutale hier. Ocampo avait amené Gisèle Freun, munie de tout son attirail qu'elle déplia dans le salon, puis elle fit défiler sur un drap le portrait de tous les hommes et femmes de lettres. Et, en plus, il y avait les gens qui venaient visiter la maison, une vieille dame qui était née au 52, et dont le père avait construit ce studio. Enfin, le résultat de tout cela, c'est une séance de poso que je maudis ce médiocre, ce vulgaire coup de publicité photographique cet après-midi à 3 heures. Pas moyen d'y échapper avec Ocampo dans le canapé et Freun ici en chair et en os. Voilà donc un après-midi gâché, de la façon, à mes yeux, la plus odieuse et la plus contrariante qui soit. Ce sera une photographie grandeur nature, aux couleurs naturelles et pleines de vie. Elle a quand même été autorisée à y assister. Il faut ajouter à cela les lettres de Golangs témoignant de sa dérobade et de sa malhonnêteté. John. Et Nessa à propos 1. Victoria Ocampo, 1890-1979. Richard Gentine, fondatrice et rédactrice en chef de la revue littéraire Sur, était une extravagante admiratrice de VW qu'elle rencontra en 1934. VW, journal, 26 novembre 1934. Et qu'elle tentait de voir chaque fois qu'elle revenait en Europe. Panman et compagnie de Guildford Street étaient les agents immobiliers qui s'occupaient du 37, Mecklenburg Square pour lequel VW avait obtenu un bail de 9 ans et demi. Les Wolves recherchaient des locataires susceptibles de reprendre le bail en cours du 52, Tavistock Square, voire plus haut, 14 mai 1939, note 1-2,
Victor Golangs avait invité L.W. à écrire un livre pour le Led Book Club, voire plus haut. 30 octobre 1938. Il écrivait à présent pour dire que, après avoir lu le manuscrit, lui et ses collaborateurs émettaient certaines réserves à l'égard de son livre Barbarians at the Gate, Les barbares à notre porte, et suggérait d'en retarder la publication. Voir la correspondance parmi les LWP Sussex et LW, autobiographie, v, page 11 à 13, 3. Gisèle Freun, 1908-2000, jeune photographe parisienne, soutenue par Victoria Ocampo, était spécialisée dans les portraits photographiques d'écrivains et d'artistes. VW avait déjà repoussé une première demande et fut folle de rage qu'Ocampo ait accepté de jouer le cheval de Troie pour sa protégée. La postérité peut cependant être reconnaissante du résultat de cette ruse de guerre. Note de l'éditeur anglais, 1er juin, 930-938 pieds d'Angelica. Elle a été hospitalisée en raison d'une affection rénale. Toutes les vieilles inquiétudes se déchaînent à nouveau chez Nessa et Mrs. Wolfe cet après-midi. Et puis Tom et un ami, et Sarton. J'imagine que tout cela est une saine agitation, une sorte d'aiguillon, mais ce qui me préoccupe, ce sont les PIP. Suis incapable de me mettre dans l'état d'esprit qui convient. Or c'est un chapitre si travaillé que je ne puis, si je ne suis pas dans cette disposition d'esprit, le secouer ni l'alléger. Il me faut pourtant bien l'amener, d'une façon ou d'une autre, à bon port. Mais je dois me préparer maintenant pour la photographie. Tels sont nos amis, et leur tard. Lundi 26 juin, conversation chez Nessa hier soir, en grande partie consacrée au suicide de Gertley. Il s'est asphyxié par le gaz avant-hier dans son atelier. Le jour où il était venu dîner à la maison, nous avions discuté ensemble de sa précédente tentative. Causée par une difficulté à laquelle il se heurtait dans son travail, avait-il alors expliqué, ajoutant qu'il s'en était complètement remis. Il avait franchi une nouvelle étape dans sa carrière de peintre. Ce qui était vrai, à en croire Nessa et Duncan. Sa dernière exposition, qui venait de se terminer, témoignait d'un grand pas en avant et était en tout point remarquable. Alors pourquoi a-t-il ouvert le gaz après le départ de son modèle? C'est elle qui l'a découvert, à son retour, respirant encore mais inconscient. C'était un homme extrêmement sérieux et déterminé, un intellectuel, fanatique de peinture, au demeurant d'un égocentrisme tout aussi fanatique. Il semblait avoir une vie bien établie, avait ses propres amis, dînait en vide avec les Priestley et les Lin, était pauvre, bien entendu, contraint de donner des cours, mais fondamentalement, sans doute trop rigide et centré sur lui-même, trop honnête et borné, affichant la même inflexible austérité que Co, pour connaître le contentement ou le bonheur. Malgré tout, étant donné ses facultés intellectuelles et ses centres d'intérêt, comment se fait-il que les questions privées soient devenues à ce point douloureuses? Sa femme, nous ne savons rien de plus. Angelica va mieux, mais le temps me manque pour relater le déjeuner avec Flora, l'analyse qu'elle fait, claire et infaillible, du vieux tyran, la matrone manquée. Mardi 27 juin, discussion sur Gertley chez Clive. Le vieux Cory semble passablement à plat, moralement, non pas physiquement. Conversation futile faisant suite à 2h30 d'entretien avec Philippe, Wolfe, et son petit garçon aux yeux laiteux, qui veut devenir marin. Enfin, qui n'y tient pas plus que cela. Non, ils n'ont envie de VW écrivit par mégarde, lundi 25 juin or le dimanche 25, elle et VW se rendirent à l'atelier de Vanessa après dîner. Une santé constamment déficiente, des problèmes pécuniaires, l'échec de son mariage, la menace d'une nouvelle guerre et la perte de confiance dans son propre pouvoir créatif acculèrent Mark Gertley à mettre fin à ses jours le 23 juin. Il avait 47 ans, voir Mark Gertley, par John Waddesdon, 1972, il avait dîné chez les Wolfe le 14 mai en français dans le texte. La sœur de L.W., Maura, 1886-1975, était le 7e des 9 enfants de la vieille Mrs. Wolfe. Elle épouse George Sturgeon en 1918 et eut une fille, Molly Bella. VW écrivit par mégarde, mardi 26 juin, le 26, les Wolfe dînèrent qu'accompagnés de Liv Bell et de son frère aîné, le lieutenant-colonel, en retraite, Cory Bell, 1875-1964. Un ancien député con, ERV, 1390 juin 1939 rien, Adi Filki,
lui, ne veut pas aller en Bretagne, raison pour laquelle il était venu nous consulter. Elliot est Morlaix aujourd'hui, et les jours passent à une vitesse vertigineuse. Golang Zergott, mercredi 28 juin. Vita est venue partager un déjeuner tardif. Mrs. Wolf a fait une chute et s'est fracturée de côte. Tom est venu, accompagné de Monsieur Morlaix, pour le thé. Telles sont les bases sur lesquelles fut fondée la journée d'hier. Mots illisibles, avec Vita. Retour à la maison. Me suis changé. Discussion. Téléphone. Elle est allée à l'hôpital après dîner. Elle ne mourra pas, à ce que je crois. Il existe chez ce genre de vieilles dames une terrible résistance passive à la mort. Elles ont l'immortalité des vampires. Et cette pauvre Flora va se faire sucer son sang goutte après goutte pendant bien des années encore. Voilà sans doute une réflexion cruelle. Mais, sincèrement, ce serait un soulagement pour tout le monde si elle décidait d'en rester là. Tout cela est si épuisant, d'autant, comme le dit Flora, qu'elle s'est employée à dénaturer toutes les émotions, au point que sa fin est la seule chose que sa famille, contrainte par son caprice à faire mine de dévotion, honnêtement appelle de ses voeux. John maintenant a déjeuné. Parviendrai-je ensuite à m'esquiver pour aller m'acheter des chaussures? Mais est-ce bien raisonnable de faire cette dépense alors que cet appartement n'a toujours pas trouvé de locataire? J'ai accepté d'écrire un article sur la royauté pour le Picture Post, moyenne en 25 livres, un petit acompte pour nos revenus et nos engagements neufs. Jeudi 29 juin, la corvée d'avoir à terminer. Roger et les PIP me met les nerfs en pelote si bien que je vais les laisser se dévider ici pendant 10 minutes. Je me demande bien ce qui me pousse à le faire, et si je relirai jamais ces pages. Peut-être que, si je poursuis mes mémoires, autre façon de me soulager de Roger, je pourrais m'en servir. Triste journée hier. Me suis mise en quête de chaussures dans cet antre de charlatans qu'est Fortnums. Il soldait, l'invendable uniquement. Toute cette atmosphère, la haute société britannique, bien mise et vernissée de rouge aux ongles, au milieu de laquelle, moi, je me sentais un objet de risée m'horripilet. Je me suis énervée, mais me suis rattrapée en traversant les jardins publics sous la pluie. De retour ici, j'ai tenté de me concentrer sur Pascal, en vain. C'était pourtant le seul moyen de remettre les choses à leur place car, à défaut de le comprendre, il m'apporte une certaine paix. Ces points de détail de théologie exigent des facultés d'entendement que je n'ai pas. Tout de même, je comprends le point de vue de l'ami d'Eliot, Frank V. Morlaix, 1898-1980, lui aussi américain d'origine, formé à Oxford, était co-directeur de la maison d'édition Faber et Faber. L'article de V.W. Royalties, commandé mais jamais publié par l'hebdomadaire illustré Picture Post, est l'un des deux articles portant le même titre. Celui-ci se trouve dans l'édition posthume de Tli Alarm, KPA 20, l'autre étant une critique écrite en 1934, KPC 345-10. Le 18 avril 1939, V.W. entama à Rodinel la rédaction de ce qu'elle appela une esquisse destinée à ses mémoires, dont elle parlera à plusieurs reprises au cours des 19 mois qui vont suivre, voire une esquisse du passé S. Dans Instant de vie, Stock, 2006, juillet 1939 1391, lit-on, mon cher vieux serpent, quel rêve assuré Lielt que cette vie, qui veut que lui soit mort et que, moi, je sois en train de le lire, que je m'efforce de démontrer que nous inscrivons tout notre propre sillon sur cette terre, alors que parfois j'ai l'impression que tout cela n'aura été qu'un mirage, vite disparu, vécu à toute vitesse, et dont il ne restera aucune trace si ce n'est ces quelques petits livres. Or c'est cela précisément qui me fait me tenir fermement sur mes jambes et presser le jus de chaque instant. Après dîner, j'ai donc marché avec elle jusqu'à la clinique. L'ai attendue dehors avec Sally qui tirait sur sa laisse, en regardant le spectacle de la nuit. Seigneur, que ces nuages d'un gris pourpré au-dessus de Regent's Park, avec les enseignes violettes et jaunes, m'ont fait tressaillir de joie 12. Le bruit ici est infernal. Même si nous perdons ce loyer, il ne fait aucun doute que le sacrifice en vaudra la peine. Le 37 sera un tel havre de paix. La guerre des missives se poursuit avec Golangs, encore du temps gaspillé, perdu. Elle fait montre d'un calme olympien, comme il est raisonnable à côté de moi. Lundi 3 juillet, la mère de elle est morte hier soir. Ce fut épuisant et d'une certaine façon très déprimant de la regarder mourir. Petit à petit, elle a cessé de respirer. Nous avons tout de même passé 3 jours à aller là-bas, à attendre assis dans leur enfoncement de ce long couloir. Flora était auprès d'elle.
De temps à autre elle se mettait à parler. Un soir, elle l'a trouvé gai. Virginia devrait écrire un livre qui s'intitulerait « La femme déchue ». Je me souviens de ces mots, au milieu d'un fatras de propos décousus, parce que ce fut la dernière fois qu'elle parla de moi. C'était comme regarder un animal mourir, a dit Elro a éclaté en sanglots. Elle voulait vivre, a demandé à l'infirmière en chef si elle avait déjà vu des vieilles dames guérir. Elle posa la même question à Ro. Tous deux, bien entendu, répondirent oui, hier soir, tandis que Flora, Edgar et Harold dînaient ici de poulet froid. Herbert a téléphoné pour dire qu'elle était au plus mal. Elle venait juste de mourir lorsqu'ils sont arrivés là-bas. Sa respiration, comme l'avait prédit Ro, s'est arrêtée. Ils décidèrent alors que son souhait être ramené dans une maison pour ne pas rester à la morgue devait être exaucé. Son corps a donc été transporté à l'Alleharn, chez Harold Wolf. Aujourd'hui, il sera inhumé dans le cimetière juif. Une personne de la synagogue est venue pour la veille premier. Il faisait une journée claire entrecoupée d'averses. Nous sommes allés marcher dans Regent's Park après avoir déjeuné avec Kingsley Martin. Je remarque toujours le temps qu'il fait le jour où quelqu'un meurt, comme si l'homme était à même de se rendre compte s'il pleut ou s'il vente. Et puis lorsqu'elle est rentrée, nous sommes allés chez Clive, y avons trouvé Nessa qui faisait passer un entretien à Lottie. Alors, avec Liv et Duncan nous avons parlé médecins et maladies de peau. Voir l'anthologie de la littérature française de Lytton Strachey, Landmarks in French Literature, 1912, pour ce qui est du génie à l'état pur, Pascal est l'un des plus prestigieux écrivains que la terre ait porté dans les provinciales. Pascal a inventé la prose française. L'objet du livre, le système éthique des jésuites de l'époque, est très éloigné de nos préoccupations modernes. Et pourtant, l'art pascalien est à ce point éclatant que chacune de ses pages continue aujourd'hui de nous fasciner après sa chute. Mrs. Wolfe fut transportée à la London Clinic, grande clinique privée située en face de Marie-le-Bonne-Rodin. Lottie Hope, qui avait été la femme de ménage des Wolfe, autant 5, eut accent grave. Il vivait à Richmond, devint ensuite la cuisinière de Clive Bell au 50, Gordon Square. Clive ayant décidé de renoncer à cet appartement, Lottie allait donc devenir cuisinière à Charleston 1392, juillet 1939. Mais je n'arrive pas à écrire mon article sur la royauté. Je regrette la mort de cette ardente vieille dame qu'il était si assommant d'aller voir. Tout de même, c'était un personnage, assise sur sa chaise à grand dossier, sur son coussin rose, entourée de toutes ses fleurs, un cigare toujours prêt pour elle et des assiettes de gâteaux qu'elle nous forçait à manger. La dernière fois il y a une semaine samedi elle s'était montrée grognon et geignarde, tout bonnement parce que, comme à l'accoutumée, Herbert n'était pas venu la voir. Les enfants n'ont plus de respect pour leurs parents et elle s'était redressée avant de se laisser retomber. Mais ce sont là des sentiments confus et décousus, car je suis dans tous mes états lorsque l'écriture ne fonctionne pas. Jeudi 6 juillet elle dit, pour l'appeler par ce nom dont elle adorait expliquer l'origine, c'était toujours du passé qu'elle parlait le mieux, a été enterrée hier. Il y eut également un service religieux à la synagogue, les femmes y étant admises, j'y suis allée. Voilà une concession qui n'avait rigoureusement aucun rapport avec Lady II. Quel genre de personne était-elle donc? Voyons, elle était petite, étroite d'épaules, ma mémoire se dérobe, portait des chemisiers échancrés, rehaussés d'un collier de perles, elle était plutôt forte, dodelinée de la tête, avait des cheveux poivre et sel, bouclés, apprêtés. Chaque fois que nous arrivions, elle demandait, et Virginia moi, je lui répondais en plaisantant, ne laissez pas paraître votre déception de me voir. Elle se mettait alors à rire, m'embrassait en me donnant une petite tape. Nous avions des rapports amicaux, riant inlassablement de la même plaisanterie, ce qui nous permettait de remplir les 2 heures que durait la cérémonie du thé. Et dites-moi, qu'avez-vous fait ces derniers temps? J'avais toujours une histoire toute prête à lui raconter. Elle adorait que je lui parle d'Anne et de Judith. Aucune des autres personnes que je fréquentais ne trouvait grâce à ses yeux. Pendant des années, même cette intimité-là avait été absente de nos rapports. Je crois qu'elle me soupçonnait de ne pas avoir l'esprit de famille. Elle venait nous voir, bien entendu. Et combien de fois sommes-nous allés à Worthing? C'était la plupart du temps un jeu de dupes. Cependant, il y avait chez elle une certaine spontanéité, d'une grande gaieté en famille. En société, elle était capable de sympathiser avec tout le monde, avait beaucoup de succès auprès des messieurs d'un certain âge. L'un d'eux à Worthing l'invitait à déjeuner, l'emmenait au théâtre.
Elle adorait raconter l'intrigue des pièces. Elle connaissait, par exemple, l'histoire d'Autant en emporte le vent sur le bout du doigt. Et elle en parlait comme si tout cela était réel, un trait que je trouvais curieux chez une femme aussi avisée, car elle avait, comme elle s'en targuait souvent, élevé 9 enfants. Jamais je ne me suis mise au lit, disait-elle, sans avoir à mes côtés une pleine corbeille de chaussettes tout chez elle était d'ordre personnel. Et, bien entendu, le fossé s'est creusé de plus en plus. On savait comment tout cela allait se terminer. Il lui est arrivé cependant d'éveiller chez moi une émotion filiale le jour où je l'ai embrassée à la mort de Clara. Mais elle n'est Mrs. Sydney Wolfe, la mère, de 1W, CM inhumée au cimetière de Old Pond Road le 5 juillet au matin. Le service religieux eut lieu le inéné jour à 17h, à la West London Synagogue, située dans UPI 3 Hercules Street. Voir VW Journal, 6 janvier 1934. Clara était le Xim des nœuds. Q11 MTS ir Mrs. Walt, 1393 lié à aucun élément de ma propre vie, mis à part cette remarque qu'elle fit un jour, disant qu'elle appartenait à l'ancienne génération. À cette époque-là, moi qui fais partie aujourd'hui des aînés pour une majorité de gens, j'appartenais à la jeune génération. Je ne l'ai jamais vue en dehors de son cadre familier, intempestif certes, mais plein de vie, constamment envahi de heures reçues en cadeau, des lettres de ses enfants. Comment vont Bella et Tom? Où qu'ont-ils passé ses vacances? Elle était le centre de ce réseau et, jusqu'à ce qu'Edgar et Flora me détrompent, j'ai cru qu'ils en étaient totalement tributaires. Peut-être qu'une fois libre cela leur manquera. Belle le jour où elle s'est retirée, en mars, pauvre vieille dame, c'est là que j'ai commencé à compter les jours, avait-elle dit l'autre samedi. Belle a envoyé un câble bêtement larmoyant qui prouve que le rapport avec quelque chose d'artificiel. La vérité, c'est que la vieillesse avait gommé tout ce qui était réel, me semble-t-il, seulement, la vieillesse avait laissé l'animal pathétique qui, lui, était bien réel ce corps qui désirait vivre. Je ne sais rien d'intéressant sur elle, maintenant que j'y pense en écrivant, ni quelques anecdotes insignifiantes à propos de la Hollande. Je ne vois rien qui en fasse un être réel, sauf son « Est-ce que Virginia sera des nôtres » qui me touchait beaucoup. Mardi 11 juillet j'ai été interrompu par un homme venu visiter le studio. Le prendrait sur le champ s'il était assuré de le garder 6 ans. Voilà qui va mettre un terme au défilé des visiteurs. Revenons de Monsieur H, et je suis fâchée pour parler comme l'infirmière. Fâchée d'avoir perdu tout ce temps sur les, sceptique quant au livre lui-même, furieuse contre cet immense travail d'esclave. Quoi qu'il en soit, il me faut continuer. Ce week-end, mon Dieu, ne pourrons-nous donc jamais être vraiment seuls? Et cependant je n'ai pas envie d'être totalement seule. L'éternel conflit entre la solitude et la société, qui ne mérite guère d'être mentionné ici est encore moins disséqué. Très beau temps de juillet. Mais Charles, Moron, serait-il aveugle? Et vais-je faire l'achat d'une nouvelle robe? Et qu'en est-il? Je trouve que la vie a de plus justes proportions à la campagne. Au-dessus de tout cela, bien entendu, plane la menace de la guerre. Une sorte de frottement perceptible mais anonyme. Danzig, cette pièce vibre de l'angoisse des Polonais. Tout est devenu incertain. Et pourtant nous nous y sommes accoutumés. Travailler, travailler toujours et encore, voilà ce que je me dis à moi-même. Mercredi 12 juillet pour la première fois depuis des semaines, et après m'être senti affreusement découragé hier, je viens de travailler à R avec un certain plaisir. Le nouveau chapitre intitulé Oméga, il est encore possible que je parvienne à le mener à bien. Mais dans quel état d'abattement étions-nous? Nous sommes sortis après dîner pour aller au cinéma et elle me demandant ce que je voulais voir, moi n'ayant envie de rien au milieu de cette foule de voyous et de vipères, difformes, rabougris. 4. Depuis 1933, le gouvernement de la ville libre de Danzig, dont la majorité de la population était allemande, était sous domination nazie. En juillet 1939, sous prétexte d'appliquer une mesure de défense en réalité une nouvelle étape dans le projet d'Hitler de récupérer Danzig et de conquérir la Pologne, la ville tut militarisée 1394 juillet 193 9 vicieux. Suant et laid, dans Tottenacourt Road, et cette chaleur moite, tout cela s'accumulait jusqu'à ce que je surprenne à dire « Accélère, vite, avançons », de ma voix désespérée habituelle. Finalement, à la place, nous saut un Y consté un CS allé chez Nessa. Angelico était alité. Clive était là,
et d'un cant tout bouillonnant. Je leur ai lu la lettre de Philippe où il parle de l'épitaphe en latin de elle. Nous avons ri de bon cœur et potiné allègrement. P a fait le procès du portrait de Duncan. Personnellement, je le trouve bon. Ce dont il a besoin, c'est d'un beau brin de fille, pour remplacer cette sinistre souillon. Mrs. Gertley est allée frapper un soir à minuit chez P avec sa guitare sous le bras. P a passé la tête par la fenêtre mais n'en a pas voulu. Voilà bien qui est dans le style du Bloomsbury d'autrefois. P en bonnet de nuit, égaré et hagard. Duncan marmonnait je ne sais quoi. N'arrivait pas à se souvenir de Lady David Cecil qui avait été arrêtée, inquiété. S'est mis à bredouiller tout un laïus sur un livre d'un clergyman qu'il avait acheté à Berwick Church. V restait muette, soucieuse sans doute, mais gaie malgré tout. Elle tient à rire et à participer même si elle doit sombrer de nouveau ensuite. C'est un peu horrible de la voir ainsi prendre sur elle. Peut-être que j'exagère. Julien est là, à l'arrière-plan. Mon Dieu, pourquoi noircir le tableau? Ce fut somme toute une soirée gaie et enjouée, qui a mis efficacement en déroute mes idées noires, et peut-être celle de elle ce n'est pas la bonne saison pour vivre à Londres. Sommes allés au 37 cet après-midi. J'ai maintenant l'esprit à nouveau qui bouillonne d'idées pour c'est bon signe. J'en suis à la page 230, c'est-à-dire à plus de la moitié. Jeudi 13 juillet, mauvaise matinée. Une nouvelle fois tout occupé à des broutilles. Tout cela parce que je me suis réveillée inquiète. À cause de quoi? De la tristesse de elle de la mienne qui ne se dissipe pas. J'ignore pourquoi. Toujours est-il que j'ai allumé la lumière, le Mac-Call 6 et mis le moteur en route. Ce qui fait que j'ai la tête tout engourdie. Que voilà un piètre état d'esprit pour travailler. Jamais plus je n'écrirai de gros livres. Pas de promenade. Et passer 2 heures à Mecklenburg Square à prévoir certains arrangements, l'électricité dans la cuisine, et ainsi de suite. Les problèmes pratiques m'épouvantent. Et puis il y a tous nos livres, les tapis, les meubles et elle en proie à la morosité. Il s'agit somme toute d'une mélancolie purement superficielle. Une sombre pensée m'a traversé l'esprit, dans laquelle de ces pièces vais-je mourir? Laquelle sera le théâtre de quelque? Oh non, je me refuse à décrire la tragédie qui immanquablement se jouera en ce lieu. Un homme libre ne pense à rien, etc. Il lut Pascal et Pater, écrit des lettres, préparé à dîner et fait de la broderie. Mais je n'ai pas réussi à dormir convenablement. Philippe Morel avait demandé qu'on lui soumette différents textes pour l'épitaphe de la tombe de sa femme. Le portrait de Lady Ottoline par Grand, réalisé aux environs de 1913, qui se trouve aujourd'hui dans une collection privée, est reproduit dans le catalogue de Duncan Grand and Iris World, Wildenstein, Londres, 1964. Les Morel avaient été de généreux protecteurs de Mark Gertley. Sa femme souhaitait probablement conserver cette relation en offrant, ou en vendant, une nature morte à Philippe Mortel dans ses corsions fac et PN délié papé, 1931, DS Macaul, 1859, 1948, a réimprimé 3 articles sur Roger Free. Un homme libre pense à la mort moins qu'à toute autre chose, et sa sagesse consiste en une méditation, non pas sur la mort mais sur la vie. C'est avec cette citation de Spinoza, lue lors de l'incinération de Roger Free, le 13 septembre 1934, que VW conclut sa biographie de Roger Free mardi 25 juillet 1939. Je devrais résumer sur cette page les pensées que m'inspire notre départ du 52 Tastock Square. Mais, interruption. Il faudra attendre d'être à Monsieur H pendant les 10 jours qui précédèrent leur départ de Londres, le 25 juillet, pour leur séjour d'été à Rodmell. VWFI a extrêmement occupé et accaparé par des mondanités. LREPFI reçu chez quantité de gens, Messarton, Dorothy Bussy, de Sackville-Ouest, pour le thé, Marjorie Free et d'autres pour Liner. Elle assista à une réception chez Benedict Nicholson, dîna avec Vanessa puis avec Ellen Ray, se rendit chez Osterley et chez Herbert Wolfco à Camden, tout en réglant les préparats du déménagement à Mecklenburg Square. Monxos, sur les ordres de LW, furent jetées les fondations d'une serre. Vendredi 28 juillet, l'objet de ce cahier est dit consigné des faits. Ainsi donc, la serre. Je me sens si malheureuse. Un mot à double sens. Analyser, cela donne migraine, sentiment de culpabilité, remords. La maison, celle de elle. Au Seigneur son passe-temps favori sont, poirier, pêche et voué à la démolition, par ma faute.
N'aurai-je donc jamais de bon sens? Je suis tellement contrarié. Mon Dieu, quel conflit, quelle laideur! S'opposer ainsi au désir de elle, mais cela mérite-t-il d'être si malheureux? N'ai-je pas bien agi en lui disant « Vas-y » lorsqu'il est venu me trouver dans la salle de bain ce matin? Les ouvriers étaient là. Est-ce qu'ils peuvent la monter? C'est à toi de décider, lui ai-je répondu. Et il a envoyé les hommes, et tout va être démoli. Comment pourrais-je me le pardonner? N'y pensons plus, me dit-il. Mais c'est impossible et je n'arrive ni à lire ni à écrire. J'ai retrouvé un calme provisoire en parcourant ce journal depuis le début de l'année. Voilà donc un de ses usages possibles. Il apaise. Pourquoi? Il me semble qu'il offre une perspective lorsqu'on se sent au 36e dessous. Le cerveau est en quelque sorte soulagé par la lecture. Étrange que j'arrive à lire ici sans répulsion. Pourquoi? C'est que mon esprit sans doute a pris sur moi tandis que les autres glissent. J'ai oublié de dire que nous sommes à Monsieur H lorsque nous sommes arrivés. Il faisait beau, relativement, le marais offrait un très joli spectacle. On fauchait les foins. Des silhouettes espacées parsemaient le marais. Le vieux Bob m'a remercié de ma lettre. Est profondément blessé par la critique de Stephan, et reçu une lettre de Suzy tuée et Tsmuir s'ennuie à mourir à Québec. Lu le journal de Gide, sur la recommandation de ce pauvre, un livre très serré, intéressant. C'est bizarre comme les journaux intimes pullulent de nos jours. Personne n'est capable de s'atteler à une œuvre d'art. On se contente d'y aller de ses commentaires personnels. Cela explique, mais ne saurait excuser, Peter Lucas, et la façon dont il a exhibé prudence. Convient-il de juger les gens d'après Collected Works, volume 1, Poetne, 1939, que Stephan Spenders avait dénigré dans sa critique 8. VW avait écrit à R.C. Trevelyan, VW, de l'été, VI, numéro 3538, pour le remercier de son livre Masque mortuaire dédié, Sackville et Dessau, Uslelk, IRS, CTN du 22 juillet 1939. La lettre de l'édit tué et Tsmuir datée du 14 juillet de la Citadelle, la résidence québécoise du gouverneur général, se trouve dans la MHP Sussex, le journal Samaci 1885, 1939, 939 396 juillet 1939. Leurs écrits sont-ils tenus de se montrer clan leur nudité intégrale? Eddie arborait son masque mortuaire. Seigneur, j'ai oublié de dire combien j'ai été horrifié par le fils de Hélan, Mohomi par VW, mais je ne tiens pas non plus à détailler la confusion de mes sentiments à l'égard de la rameuse dette, ni le dégoût que m'inspire la grande bouche lipudigore. Je siffle pour me donner du courage par cette journée de grisaille très tendue le matin de la serre. Il me faut à présent m'acquitter du déjeuner. Ce que je n'apprécie pas chez elle, c'est son habileté à me culpabiliser, son abus de pouvoir. Je vois bien où est la tentation. Ah, tu ne veux pas. Très bien, je m'incline, cela a gâché notre partie de boules d'hier soir. Nous les lancions avec rage contre le cochonnet, et malgré tout, tellement heureux, une fois réconciliés. Est-ce qu'il t'arrive encore quelquefois de me trouver belle, la plus belle de toutes? Dimanche 30 juillet, la grande affaire de la serre a été résolue, à l'amiable, une resserre au fond du jardin. Ainsi donc la question est réglée. Mais que d'émotion pour rien. Serait-ce que je manque de volonté? Car voilà maintenant Nessa qui me tarabuste pour une histoire de manteau de cheminée. Mais des voix d'hommes nous réveillent et nous noient. Jamais, je ne me suis sentie aussi libre et heureuse. Il n'empêche que des voix humaines nous tirent de notre sommeil. Il fait beau, et nos journées s'écoulent au rythme de nos activités favorites. C'est une telle liberté après les contraintes de Londres. Je sors mon cerveau et le remplis de livres, comme on imbibe une éponge d'eau. Miss Robin, Kilver, Gide. À Londres, j'étais incapable de lire une ligne. Je consacre une journée ou deux à PH afin de me reposer de Roger, et j'ai concocté un discours pour Flavindin. Quant à savoir si ce livre finira par former un tout cohérent, après avoir été écrit avec quelquefois des interruptions de 3 mois, j'en doute fort. Reste que je suis résolument partisane du sauvage, de l'expérimental. Dimanche 31 juillet, Lim et des voix d'hommes nous réveillent et nous noient. C'est un vers qui m'est revenu en entendant, au téléphone, que nous étions invités à Charleston. Bunny était là. Angelica, d'une humeur maussade. La conversation est néanmoins allée bon train. Il a été question des 480 toiles de Duncan, du nouvel atelier. La chambre de haine donne sur le jardin. L'atelier de poterie de Q, 12.
Journal Under de Terror, Journal sous la terreur. F.L. Lucas publia en 1938 ce qu'il appela la vérité jamais éditée sur les impressions quotidiennes d'une année, 1937, dans l'Europe moderne. À partir du mois de novembre, il fait plusieurs fois allusion à la dépression nerveuse de sa femme Prudence 9. Nous nous sommes attardés aux chambres de la mer près de filles couronnées d'algues brunes, mais des voix d'hommes nous réveillent et nous noient. T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, La chanson d'amour d'L. Alfred Prufrock, 1917, 10, V.W. lisait le manuscrit des mémoires d'Elisabeth Robin, qui seront publiés par Henman en 1940, sous le titre Bad Seed of de Curtin, et le journal de Kilver édité par William Plomé, en 3 volumes, 1938-1940. Avinda est un personnage de la pièce Wilder-Saway, qui veut peu, dans Point Soul, Between the Act, entre les actes 11, V.W. écrivit par erreur dimanche 30 juillet, prévoyant que Charleston deviendrait leur résidence permanente si la guerre éclatait. Vanessa fit quelques transformations et certains aménagements dans sa maison. Aval 1939-139, discussion autour des rumeurs de guerre. I3 Uni a fait la description de la fièvre, ou de la malaria, dont souffre Kingsley Martin. Forte température lundi, en dessous de la normale mercredi, au moment où le journal était mis sous presse. Elle a continué en racontant quelques anecdotes. Elle a fait un exposé sur les techniques de vente de tableaux de McDougall, la façon dont il a retourné complètement MT Schiff. La prochaine réunion du Mémoire Club a également été évoquée. Puis, retour à la maison. Il faisait un temps très froid et couvert. Malgré tout, les collines embrassées par les blés n'étaient pas pour me déplaire. Ils ont tapé dans les briques roses aujourd'hui et enlevé la serre. Voilà vraiment quelque chose qui me gênait, qui disparaît de ma vue. Curieux d'éprouver un tel soulagement en redécouvrant la configuration du mur et les jacquinaniers roses. Quel spectacle reposant pour les yeux, que je m'occupe à présent du problème du manteau de cheminée. Après quoi, déjeuner. Ma pauvre vieille tête se sent si faible. Mais pourquoi, grand Dieu, elle est mise à rude épreuve en ce moment avec PH. Serait-ce l'âge, ou bien Roger, une promenade cet après-midi et ensuite se laisser gagner par le sommeil? Mercredi 2 aval. J'essaie de m'imaginer qu'importe plus mais une cigarette. Jusqu'à présent, je me pique au jeu. Ceci est une façon de remédier au problème du vieillissement et d'améliorer mon jeu aux boules. À Londres demain, dois m'occuper de Catherine Furcell. Assurément ne pas fumer purifie le cerveau et incontestablement la langue. Je dois recopier Roger, la partie sur JASA. Quel amas de briques et de brou. Reprendrai le tout vraisemblablement vendredi. Lundi c'est AOA, jour férié. Je m'en vais à présent tenter l'expérience hardie et présomptueuse qui consiste à opérer une brusque rupture, à ne pas condenser vision et dessin, pour venir écrire ici pendant 10 minutes, au lieu de corriger, comme je le devrais, le produit de ma rude besogne de la matinée. Ah oui, j'ai songé à plusieurs sujets sur lesquels je pourrais écrire. Pas exactement un journal, mais des réflexions. C'est le subterfuge à la mode. Peter Lucas et J. Donus tous deux. Ni l'un ni l'autre ne se sont résolus à faire œuvre de créativité. Il me semble que, sans Roger, j'en serais capable. C'est le commentaire, l'exclamation quotidienne qui s'avère commode par les temps qui courent. C'est quelque chose que moi aussi je ressens. Au fait, quel était l'objet de mes pensées? Ah oui, j'ai beaucoup réfléchi à la question des censeurs. C'est étonnant comme des ombres imaginaires nous font des remontrances. C'est tout à fait évident dans le manuscrit que je suis en train de lire. Si je dis ceci, un tel ou un tel m'accusera 13. V.W. fait probablement une confusion entre McDougall et Duncan MacDonald, l'un des associés de la galerie de tableaux Red et Lefebvre. Sidney Schiff, 1868, 19, 14, était un mécène et un collectionneur, également un écrivain sous le pseudonyme de Stephen Hudson. Dame Catherine Furse, 1875-1952, était la Benjamine et le dernier enfant vivant de l'écrivain John Addington Simon, 1840-1893, dont la compagnie et la conversation avaient été très stimulantes et riches d'enseignements pour le jeune Roger Free. À Venise en 1891. Les lettres, le Catherine Furse à VW sur ce sujet se trouvent dans les MHP Sussex. Les réponses de VW n'existent plus,
c'est-à-dire l'intitulé du chapitre 10 du Roger-Free 1398 AOA 1939 d'être sentimentale. Si je dis cela, d'être bourgeoise. Tous les livres semblent être aujourd'hui entourés d'un cercle de censeurs invisibles, ce qui explique leur côté embarrassé, fébrile. Cela vaudrait la peine d'essayer de savoir quel visage ils ont en ce moment. Est-ce que Wordsworth avait les siens? J'en doute. Je lisais Ruth avant le petit déjeuner. Le calme de ce livre, son caractère inconscient, l'absence de tout égarement, sa concentration et la beauté qui en découle, m'ont frappé, comme s'il fallait permettre à l'esprit de se poser, en toute tranquillité, sur l'objet, pour en sécréter la perle. Voilà un sujet pour un article. L'expression figurative signifie que tous les éléments qui environnent l'esprit se sont considérablement rapprochés. Un enfant qui pleure au milieu d'un champ évoque la pauvreté et mon propre confort. Devrais-je participer au divertissement du village? Devrais-je, instantanément, mettre fin à ma contemplation? Et puis j'ai pensé, en m'habillant, qu'il serait fort intéressant de décrire l'avènement de la vieillesse et la lente approche de la mort, de la même façon que d'aucuns décrivent l'amour. De noter les moindres signes de défaillance, mais pourquoi de défaillance? Pourquoi ne pas traiter la vieillesse comme une expérience différente des autres, et relever chacune des étapes conduisant à la mort, qui est une expérience prodigieuse, pas aussi inconsciente, du moins dans son avènement, que la naissance. Il me faut maintenant me remettre à la tâche, avec le sentiment d'avoir l'esprit quelque peu rafraîchi. Clive à Charleston hier portait un immense chandail blanc qu'il tapotait de temps à autre pour le lisser et l'aplatir. Un peu irritable à propos de ces nouveaux quartiers. Inutile de préciser que j'ai hérité des pires pièces de cette maison, cherche à se faire plaindre, a dit Duncan, et à se faire admirer. Tous ces livres ont été soigneusement remis en place. Une cérémonie du thé entre vieillards pour ainsi dire. Qu'une n'était pas mercredi 9 où mon pénible labeur m'a mise dans un état d'hébétude et d'abattement. Comment vais-je bien pouvoir mener à bien ce chapitre? Dieu seul le sait. Percy a demandé son congé hier. Une histoire de lit laissée dans la serre a mis le feu aux poudres. Vous trouvez toujours à redire à mon travail, etc. Est-ce non définitif? Dieu seul le sait, et de toute façon cela ne nous tracasse guère. C'est le genre de crise qui éclate régulièrement une fois tous les 2 ans. Chez Miss Roberts aujourd'hui, un mois d'août qui, du point de vue du temps, sans leur enfermer, Laurence. Je me fais battre aux boules tous les soirs. Il me faut aérer mon esprit avant le déjeuner. Les Wolves firent un aller-retour à Londres le jeudi 17 AOA afin de superviser le transfert de la Hogarth Press du 52, Tavistock Square au 37, Mecklenburg Square. Ils retournèrent 3. Clive avait en fait hérité des 3 meilleures pièces de Charleston et disposait d'une salle de bain personnelle à AOA 1939 à Londres le jeudi suivant, 24 AOA, pour le déménagement de leurs meubles et de leurs éis personnels. Ils déjeunèrent ce jour-là avec John Lehman. Vendredi 25 AOA 4, il est peut-être plus intéressant de décrire la crise que les amours de R. Nous sommes en effet entrés dans le vif du sujet. Sommes-nous en guerre? Je rentrerai dans la maison à 1h pour écouter les nouvelles. L'atmosphère, émotionnellement, est tout autre qu'en septembre dernier. À Londres, hier, un sentiment de quasi-indifférence. Des compartiments nullement bondés avons fait le voyage en train. Dans les rues, aucune agitation particulière. L'un des déménageurs a été mobilisé. C'est le destin, comme l'a fait remarquer le contremaître. Et que peut-on faire contre le destin? Au 37, c'est la confusion la plus totale. Et rencontrer Anne dans le cimetière de Est et Georgesfield. Selon elle, mais non, il n'y aura pas la guerre. Bien sûr que non. John, lui, a dit, eh bien, je ne sais trop que penser, mais pour une répétition générale, c'est réussi. Les musées sont fermés. Des projecteurs sur la colline de Rhodsmel. Chamberlain affirme que le danger est imminent. Le pacte avec la Russie constitue une surprise désagréable et imprévisible. D'un troupeau de moutons, voilà de quoi nous avons l'air. Aucun enthousiasme, une hébétude patiente. Je soupçonne certains de penser, allons-y, on fait double provision, on commande du charbon. Tante Violet, la tante de Duncan Grand, a trouvé refuge à Charleston. Tout cela est irréel. Des bouffées de désespoir, de la difficulté à travailler. Chambrun me propose 200 livres pour une histoire. Un voile de brume recouvre le marais. Des aéroplanes. Une simple pression sur le bouton et nous sommes en guerre. Danzig n'est toujours pas tombé. Les employés de bureau sont d'humeur joyeuse.
Je mets bout à bout une chose après l'autre, en attendant d'aller dans la maison, les doigts engourdis à force d'écrire. N'y a plus de raison de se battre, a Diane. Les communistes sont déroutés. La grève des cheminots a tourné court. Lord Halifax parle à la radio de sa voix de gentilhomme campagnard. Louis demande si les vêtements vont coûter plus cher. Sous tout cela, bien entendu, gronde un torrent de pessimisme. Les jeunes gens sont à ramasser à la petite cuillère. Les mères sont dans le même état qu'était Nessa il y a 2 ans. Mais, une fois encore, un revirement brutal peut à tout moment se produire. Le sentiment général recouvre l'impression personnelle, puis se dissipe. Gêne et confusion règnent. Et tout cela se mêle à la pagaille du 37. Lundi 28 août, je reste ici dans ma loge, après une partie de boules, pour dire quoi en cette soirée qui pourrait bien être notre dernière soirée de paix. Le bulletin de 9h va-t-il mettre un point final à nos veillées? Oh, mon Dieu, tout le reste, pour les 50 prochaines années, tout le monde décrit, j'imagine, à l'heure qu'il est, sur ce dernier jour. Je suis allé me promener dans les collines, me suis allongé au VW et écrivit par mes gardes, à vendredi 24 ON. C'est au cours de la nuit du 23 août que le pacte de non-agression germano-soviétique fut signé à Moscou en Angleterre. Chamberlain et le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, confirmèrent garanties, déjà accordées à la Pologne. Le Parlement fut convoqué à nouveau le 24 août, pour adopter le Nerjangpowe, loi lui accordant les pouvoirs d'urgence, et arrêter de nouvelles mesures de sécurité en matière de défense pied d'une meule de blé doux. J'ai admiré là un pagne déserte et les nuages rosés qui parsemaient un ciel parfait d'après-midi, l'été. Pas un bruit. Sur la route, des ouvriers discutaient de la guerre, l'un était pour, l'autre contre. Partie de boules ensuite. Quand je joue aux boules, je suis heureuse, en dehors du jardin, je ressens commune. Engourdie, il me semble. Vita dit que tôt le matin, elle est terrorisée, horrifiée, qu'elle revit ensuite avant de sombrer à nouveau. Quant à nous, nous avons l'impression d'être sur une petite île. Ni l'un ni l'autre n'éprouvons de peur physique. Pourquoi le devrions-nous? Il règne cependant une immense tristesse, calme et glacée, et une tension, comme lorsqu'on attend le verdict du médecin. Et puis il y a les jeunes gens totalement anéantis. En fait, chacun est bien trop paralysé pour réfléchir. Londres m'a semblé plein de gaieté. En général, les gens sont groggy mais font montre d'un optimisme de surface. Hier, Huxley a déclaré que son instinct lui disait qu'il n'y aurait pas de guerre. Le vieux Clive, assis là sur la terrasse, a dit « Je ne